Bonjour, bienvenue dans ce nouvel opus du 14h42. Aujourd'hui, on va vous parler de démocratie participative, de voir en quelle mesure Internet peut changer la donne pour ce qui est du débat public. Les 24 et 25 octobre dernier, c'est-à-dire vendredi et samedi dernier, à Mulhouse, il y avait un forum Libération qui était organisé. Mulhouse, c'est vous, 2 jours de participation pour construire la ville de demain. Et l'éditorial qui présentait ça expliquait « La politique va mal ». Quels que soient les mérites des élus de tous bords, le fossé s'élargit d'année en année entre classe politique et ses mandants. Travaillés par les extrêmes, minés par l'abstention, souvent paralysés par les intérêts particuliers, la démocratie souffre d'un mal endémique où les citoyens se sentent, à tort ou à raison, dépossédés du pouvoir par une oligarchie lointaine. Dans ce monde de l'autonomie proclamée, les individus isolés ont le sentiment de perdre prise sur leur devenir collectif. À cette maladie, il n'est qu'un remède, la réinvention de la souveraineté populaire qui s'exprime par 3 impératifs, transparence, coopération, participation. Et ça, on a plusieurs autres exemples. Il y a Claude Bartolone, le 7 octobre dernier, qui a fait un communiqué de presse où il parle de parlement numérique. On a également le Conseil national du numérique, le CNEM, qui a lancé début octobre une consultation pour permettre aux internautes de donner leur avis sur des projets visant le futur projet de loi sur le numérique. Aujourd'hui, pour en discuter, 2 invités. Bonjour Cyril Lage. Bonjour. Qui est le délégué général de Démocratie Ouverte, entre autres choses, et qui était le co-organisateur de ce forum à Mulhouse, et qui est aussi celui qui a coordonné le site du CINUM, la plateforme contributive du CINUM. Et nous avons également Benjamin de Gachon. Bonjour. Bonjour. De Change.org. C'est quoi votre rôle exactement à Change.org? Directeur de Change.org France, donc l'antenne française de Change.org. D'accord. Site de pétition. Donc on va en discuter aujourd'hui pour savoir à quoi ça correspond, quels sont les enjeux, quels sont les problèmes que ça peut poser. Donc on va peut-être déjà revenir un petit peu avec Cyril Lage sur qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots, qu'est-ce que c'était ce forum à Mulhouse. Ça s'inscrit dans une démarche plus large qui vise à renforcer la démocratie locale, participative au niveau local. Oui, tout à fait. Démocratie Ouverte a lancé il y a quelques mois un appel au territoire hautement citoyen. Démocratie Ouverte, c'est un collectif qui réunit plein de gens qui s'intéressent à cette démocratie participative. C'est ça, à l'open government, qui repose sur les 3 piliers dont vous avez parlé, transparence, participation, collaboration. Et donc, Territoire hautement citoyen est un programme qui vise à accompagner les collectivités locales vers cette mutation de la démocratie, vers plus de transparence, de participation et de collaboration. Et donc, effectivement, la ville de Mulhouse est la première ville française à être entrée dans ce programme. Et dans le cadre de ce programme, les villes doivent élaborer un plan d'action en concertation avec les habitants. Et pour élaborer ce plan d'action, le programme prévoit l'organisation d'un sommet citoyen. Donc ce forum était le sommet citoyen d'entrée de Mulhouse dans le programme Territoire hautement citoyen. Et ensuite, c'est quoi les prochaines opérations ? Eh bien, les prochaines opérations, ça va être de continuer pendant les 3 mois qui viennent la rédaction du plan d'action avec les habitants, puisque là, toute la matière qui a été fournie pendant le forum... Demander aux habitants de donner leur avis sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la ville. C'est ça, c'est ce qu'on a commencé à faire avec le forum et qui va être continué encore pendant 3 mois. Ça va aboutir à des engagements de la part de la ville, en termes d'actions opérationnelles qui vont être mises en place. Et dans les 18 mois qui suivront, la ville mettra en place ces engagements en concertation avec les habitants qui, au bout des 18 mois, procéderont à une évaluation des engagements et des résultats atteints par la ville de Mulhouse. Alors, Benjamin Gachon, vous avez un exemple, parce que vous m'expliquiez tout à l'heure que la veille de ce colloque, vous avez trouvé une pétition Change.org à Mulhouse. Pouvez-vous nous raconter brièvement? Oui, bien sûr. J'ai la chance d'avoir été invité à ce forum comme intervenant donc, sur un débat qui s'intitulait « Aux actes citoyens ». Et donc, avant de prendre le train pour Mulhouse, j'ai tapé Mulhouse dans le moteur de recherche de Change.org, la plateforme de pétition. Et je suis tombé sur une pétition victorieuse qui datait du 21 octobre. C'est la radio MNE, une radio associative, la première radio associative sur la ville de Mulhouse, qui venait d'obtenir du CSA une fréquence pour pouvoir émettre et faire connaître les activités associatives. Suite à la pétition. Suite à la pétition. Notamment suite à la pétition. Qui était vraiment l'idée d'avoir une masse critique qui fasse que parmi le lot de demandes de fréquence, le projet soit plus crédible et reconnu par les preneurs de décision en face. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils sont dans une phase de collecte de fonds pour acheter l'émetteur. Donc ils sont vraiment dans cette démarche de micro-communauté. C'est pareil, c'est une collecte de fonds participatifs sur Ulule. Sur Ulule, en utilisant cette base de crowdfunding. Exactement, avec près de 1000 signataires qui vont maintenant potentiellement être des donateurs pour financer ce projet. Est-ce que vous allez permettre aux initiateurs de la pétition de contacter tous ceux qui ont fait la pétition pour les inviter à aller éventuellement donner des fonds à Ulule? Alors on n'a même pas eu à le faire, c'est-à-dire via la plateforme Change, vous avez un outil qui permet aux lanceurs de pétitions de communiquer avec ces signataires. Contacter ceux qui ont signé. Exactement, et ils ont déjà fait leur appel à dons. Et donc c'était assez fascinant de voir qu'ils avaient déjà cette première victoire, l'émetteur, et qu'ils étaient déjà dans une démarche d'aller financer l'émetteur pour pouvoir commencer à travailler avec cette radio associative.
Alors, je voulais revenir aussi sur un autre projet concret que vous avez lancé l'année dernière, donc c'est Parlement et citoyens, qui, alors là, c'est pas au niveau local, c'est au niveau des parlementaires. Donc, vous aviez invité 6 parlementaires à faire état de propositions de loi, à les mettre sur un site que vous avez créé qui s'appelle Parlement et citoyens, pour inviter les citoyens à venir contribuer par leurs analyses, par leurs critiques, par leurs remarques. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu d'où vous est venue cette idée, comment ça s'est passé ? L'idée m'est venue de mon parcours professionnel précédent. J'ai été entre les années, la première décennie des années 2000 en charge des affaires publiques dans un cabinet de conseil, activité dans laquelle je suis tombé un petit peu par hasard et dans laquelle je suis rentré assez naïvement. Et je me suis rapidement rendu compte en fait que quand on est face à un homme politique, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la qualité des arguments que vous lui présentez, mais plutôt de savoir au nom de qui vous parlez et qui est-ce que vous représentez. Pardon. Je vous en prie. Et donc voilà, pendant 10 ans, j'ai eu largement l'occasion de travailler avec des politiques et me rendre compte que notre système démocratique fonctionnait quasiment au mépris du bon sens. Et j'avais eu l'idée, à un moment donné, de créer un lobby citoyen. Et pour valider cette idée, je suis rentré à l'Assemblée nationale en tant que collaborateur d'un parlementaire, en lui expliquant clairement ce que je voulais faire. Et là, c'était qui le parlementaire ? Patrice Debré, qui était suppléant d'Alain Joyandet en Haute-Saône, et quand Alain Joyandet est rentré au gouvernement, Patrice Debré a pris sa place. Et comme je travaillais préalablement avec lui sur un dossier... Ministre, bref, il y a eu peut-être des petits soucis après. Oui, des petits soucis d'avion. Voilà. Et donc voilà, je suis rentré en bénévole dans l'équipe de Patrice. Et collaborateur parlementaire bénévole. Oui. C'est un statut... Oui, c'est un statut un peu particulier, oui. Oui, qui est généralement utilisé par des lobbyistes assez proches de parlementaires pour avoir un badge leur permettant d'accéder à l'Assemblée nationale. Il y a des lobbyistes qui sont payés par leur cabinet de conseil ou le cabinet de lobbying et qui peuvent avoir un badge de collaborateur parlementaire bénévole. Oui, et puis vous avez aussi des vrais collaborateurs parlementaires qui sont payés par des lobbies. Ah, qui sont payés par des lobbies. Pour faire des études, oui. D'accord. Donc enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont complètement déconnants. De fait, vous étiez à l'époque payé effectivement par un cabinet, enfin vous disiez cabinet de conseil tout à l'heure, c'était Spin Partners, qui est un gros cabinet de lobbying. C'est une petite agence de 8 personnes, mais qui ne fait pas d'ailleurs que du lobbying. J'étais le seul à m'occuper de ça dans l'entreprise. Fondé notamment par Christian Bulot, qui était celui qui a fondé l'école de guerre économique, qui est la seule école, à ma connaissance, au monde, qui fait de la guerre économique offensive. C'est-à-dire que c'est pas seulement défensif, c'est vraiment offensif. On va s'attaquer pour conquérir des marchés. C'est ça. Voilà. Aussi en contre-information, mais oui, c'est ça. Oui. C'est travailler sur tout ce qui est relatif aux campagnes de dénigrement, rumeurs, déstabilisation, dont on voit un peu les conséquences aujourd'hui sur des grands marchés publics internationaux. Les affaires Prism et compagnie ont bien montré que les États, en commençant par les États-Unis, avaient, eux qui prônent le libéralisme, en fait, intervenaient de façon invisible avec leurs services de renseignement pour collecter des informations sur les concurrents des entreprises américaines pour les aider à gagner. Et pour aider les entreprises américaines à remporter des marchés à l'étranger. Voilà. Avec des systèmes d'écoute, etc. Bon. Concrètement, cette histoire de Parlement et citoyens, vous y étiez donc collaborateur parlementaire bénévole parce que vous faisiez du lobbying au sein du Parlement, et là vous avez l'idée de créer un lobby citoyen. Ouais. Concrètement, c'est quoi un lobby citoyen ? En fait, l'idée au départ, c'était de dire, le constat, c'est que si vous voulez avoir un poids dans une décision politique, il faut être ultra influent, ultra puissant, ultra riche. Il faut être une multinationale, en gros, pour avoir droitité dans l'élaboration des politiques publiques en France. Ou être une grande organisation de la société civile, mais dans une moindre mesure, parce que les plus grosses ONG ne pèsent toujours rien comparé à des gros lobbies financiers. Et donc, mon idée initiale était de créer un lobby citoyen, voilà, pour faire pression sur les parlementaires. Et c'est pour ça que je suis rentré à l'Assemblée, parce que je voulais être sûr de mon approche. Et j'ai bien fait d'y aller, puisque je me suis rendu compte que c'était une mauvaise approche. Parce que si on faisait un lobby citoyen, on faisait quelque chose qui conteste la légitimité des parlementaires à représenter les citoyens. Donc c'est une contestation frontale de leur légitimité. D'où le fait d'aller voir des parlementaires et de leur proposer de les aider à essayer d'avoir une mobilisation citoyenne pour porter leur projet de loi. C'est ça. Mais c'est eux qui m'ont donné l'idée, en fait. C'est les parlementaires en off qui disent des trucs du genre « Ouais, mais de toute façon, on sert à rien, on n'a pas de pouvoir, c'est les lobbies qui décident de tout. » Et le déclic, c'est le jour où j'entends un parlementaire qui dit « De toute façon, tant qu'on n'aura pas réussi un jour à remobiliser les citoyens pour qu'ils nous soutiennent
citoyenne pour amener le changement qu'ils demandent, ça ne servira à rien. Et c'est vrai que je me suis dit, au lieu de faire un lobby qui pèse sur les parlementaires, c'est de faire un outil pour les parlementaires qui s'inscrivent dans la même dynamique que les citoyens, c'est-à-dire de se rapprocher les uns et les autres pour travailler de concert au changement de la société. Vous aviez organisé l'année dernière, donc vous avez invité 6 parlementaires à faire des propositions de loi. Il y en a une qui a été promulguée, proposition de loi sur les pesticides. Oui. Vous pouvez raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement, enfin comment ça s'est passé Ça s'est passé comme toutes les propositions de loi qui arrivent sur le sujet, d'ailleurs qui ne sont pas des propositions de loi. Quand les parlementaires viennent sur la plateforme, ils ne viennent pas avec un texte qui est déjà fait. On leur demande d'exposer un problème, les causes d'un problème et les solutions qu'ils envisagent. Et c'est sur la base de cette matière que les citoyens sont amenés à voter, argumenter et formuler des contre-propositions. Donc c'est ce qu'on a fait pendant un mois, comme toutes les consultations. Et à l'issue de cette consultation, on a organisé un débat sous forme de vidéoconférence entre le parlementaire et des membres de la communauté. Et à l'issue de ce processus, donc, il y a eu l'inscription du texte à l'ordre du jour de l'Assemblée. Alors concrètement, c'était quoi la proposition de loi sur les pesticides? L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est d'interdire les pesticides à usage non agricole, c'est-à-dire les pesticides qui sont utilisés par les collectivités locales pour les espaces verts et pour les jardins des particuliers, ce qui représente 7, 8, 9% du total des pesticides qui sont répandus en France. Mais ça ne concerne pas l'agricole, et là encore, c'est un choix du parlementaire qui savait que s'il dépassait ce chemin-là, aucune chance. Aucune chance vis-à-vis des lobbies, les lobbies agricoles, aucune chance. Voilà. Alors que là, sur ce terrain-là, il y avait une marge de manœuvre. Et la proposition de loi, effectivement, passait. Mais les lobbies ont quand même réussi à jouer leur rôle en coulisses, comme ils font toujours. Ils ne sont pas venus sur Parlement et Citoyens, en faisant passer un amendement qui reportait la prise d'effet de la loi à 2020-2022. Voilà. Mais il vient d'avoir un nouveau rebondissement, puisque Ségolène Royal s'est saisie du dossier et donc a décidé qu'on reviendrait à la date initiale de prise d'effet à 2017. D'accord. Notamment parce que... Quelle a été l'influence de Parlement et Citoyens dans l'élaboration de cette loi ou l'adoption de cette loi? Parce que si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas eu de temps de la synthèse, c'est ce que vous venez discuter, c'est qu'en fait elle a été adoptée avant que la synthèse des arguments des citoyens n'ait été rédigée. Oui. Tout à fait, pour une raison calendaire, puisque nous, on ne maîtrise pas le calendrier des parlementaires. Notre équipe, elle travaille aussi bénévolement, donc la montée en charge est parfois limitée. Et il se trouve qu'entre le moment où on a fini le débat et qu'on s'apprêtait à démarrer la synthèse, le parlementaire nous informait que 15 jours après, elle passait au Sénat. Donc on a décidé de ne pas faire la synthèse, de sacrifier la synthèse, mais pas le débat avec les citoyens. Les sénateurs sont les plus vite que vous, quoi. Voilà, c'est ça. Pour une fois. Et, non mais c'est vrai, en un an, elle a été votée, on a ouvert le 13 février la plateforme, le 8 février de l'année suivante, elle a été votée au Sénat, ce qui est extrêmement court par rapport au processus habituel. Donc l'impact essentiel qu'on a eu, c'est principalement sur un élément qu'un citoyen avait vu dans l'exposé initial du parlementaire, où le parlementaire, en fait, associait l'interdiction à des personnes. Collectivités et citoyens et jardiniers. Et un internaute, un citoyen, avait remarqué qu'avec ce processus-là, ça permettait à une collectivité de faire appel à un prestataire privé qui donc aurait pu lui répandre des pesticides sur le terrain de la collectivité. Donc ça a servi de faire une sorte de crash test des propositions du parlementaire. Et l'autre impact, c'est ce que je vous ai dit par rapport à Ségolène Royal, où nous, la quasi-totalité des participants à la proposition de loi étaient d'accord sur l'interdiction des pesticides, mais tous disaient déjà aux parlementaires, mais pourquoi attendre 2018 ? Pourquoi pas y aller dès maintenant ? Bon, les arguments du parlementaire étaient qu'il faudrait que les services en charge des espaces verts apprennent les nouvelles techniques, etc. Mais les lobbies étaient intervenus et ça avait été rejeté encore plus loin. Et donc là, c'était un motif encore de négociation du parlementaire vis-à-vis de... Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, des lobbies des pesticides de venir en masse sur Parlement et Citoyens et de donner tous leur avis en disant que c'est pas possible et d'aller dans leur sens? On appelle l'astroturfing également, le fait de se faire passer pour un citoyen alors qu'en fait on est payé pour. Oui, alors on les invite à venir, nous. Vous invitez les lobbies? Ah bien, on les invite à venir. Parce qu'on sait, aujourd'hui, on fait Parlement et Citoyens, parce qu'avant Parlement et Citoyens, il n'y avait, donc je l'ai dit, que les gros lobbies qui arrivaient à se faire entendre du politique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est corriger cette asymétrie en permettant à tout le monde de participer. D'ailleurs, comme c'est prévu dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que le processus soit global et qu'il n'y ait pas le tapis rouge pour les lobbies d'un côté, c'est-à-dire la voie royale où ils ont des rendez-vous comme ils veulent, et de l'autre côté, les citoyens qui se contentent du numérique. On voudrait que tout le monde passe par là. Mais on a déjà prévu, effectivement, puisque grâce à mon
parcours précédent, je connais bien le fonctionnement de ces mécaniques-là. Donc on sait très bien que des lobbies seraient en capacité, comme vous l'avez dit, de payer des gens à l'étranger pour venir inonder la plateforme d'arguments. Il y a un reportage sur Envoyé spécial récemment qui montrait comment c'était très simple de s'acheter des likes sur Facebook ou YouTube. Voilà, sauf que chez nous, quand les gens participent et qu'on rédige la synthèse, on fait une cartographie d'arguments. En fait, on regroupe les arguments par famille. Et comme les lobbies en fait, travaillent par logique d'argumentaire prêt à l'emploi qui serait diffusé dans un réseau, pour nous, ils réapparaîtraient comme un, voire deux arguments. Et ils seraient réunis en une, deux ou trois catégories, au même titre que l'argument exposé une seule fois par un citoyen. Parce que c'est ça qu'on cherche à faire, nous. On cherche sur la base d'un problème à dresser une cartographie d'arguments qui montre le champ des possibles. D'accord. D'ailleurs, on parle plus d'intelligence collective chez nous qu'on ne parle de démocratie participative. Benjamin Desgachons, Change.org, il y a eu des pétitions pour faire adopter des propositions de loi? Bien sûr, ça fait partie des préoccupations des près de 4 millions d'utilisateurs de Change.org en France. 4 millions en France. Voilà. C'est quoi les plus grands succès que vous pourriez... quelque chose qui est très récent et qui fait écho à ce dont on vient de parler, c'est une association qui s'appelle Génération Future, qui est assez experte et en pointe sur les questions de santé, d'impact des pesticides sur les populations. Et là, leur travail portait sur la loi d'avenir agricole. Alors eux, ils ont une force de frappe par leur expertise et leur lien, leur accès direct à certains parlementaires, mais ils avaient besoin d'une caisse de résonance de citoyens pour montrer que leur demande était largement soutenue. C'était quoi la demande? Donc dans cette loi d'avenir, eux, ils demandaient qu'en fait les pesticides à usage agricole soient limités à proximité des habitations et des écoles. On a eu le cas avec le vin du côté de Bordeaux. En fait, voilà, Génération Future recense énormément de témoignages partout en France de victimes de ces phénomènes. Et d'ailleurs, cette pétition, c'était l'occasion, via les signatures et les commentaires des signataires, de faire remonter des témoignages de terrain expliquant pourquoi c'est important d'obtenir une régulation. Là aussi, les lobbies ont été très puissants, mais très concrètement, l'impact des 140 000 signataires de cette pétition lancée par Génération Future, ça a été l'amendement du Sénat qui donne un pouvoir régulateur des autorités administratives locales pour réguler justement la diffusion des pesticides à proximité des lieux d'habitation et des écoles. Donc c'est vraiment, là ici, le besoin d'une caisse de résonance pour appuyer l'expertise citoyenne qui, elle, pesait directement sur un amendement adopté par le Sénat. 4 millions d'utilisateurs, c'est combien de pétitions par jour? Alors c'est près de 800 à 1000 pétitions par mois en France et 25 000 dans le monde, et c'est 78 000 utilisateurs dans le monde. 78 000 utilisateurs 78 millions d'utilisateurs. Oui. Merci de me corriger. Je vous en prie. Donc voilà, une activité très récurrente. Il y a des questions législatives, mais il y a aussi des questions de gestion du quotidien, d'accès aux services de base, des projets où les citoyens se prennent en main. On a évoqué l'exemple de la radio à Mulhouse. Donc c'est vraiment cette idée, finalement, la première réflexion de Change.org, c'était de créer de l'accessibilité, donner des outils accessibles pour que chacun ait une manière de se réengager dans la vie publique, en commençant peut-être de proche en proche parce qu'il l'intéresse directement dans son entourage, mais aussi sur des questions régionales, nationales, en repensant ce bon outil qui a fait ses preuves, qui est la pétition, mais en le rendant plus efficace, plus accessible, inscrit finalement dans l'ère d'Internet, le fait qu'on est dans cette société de plus en plus horizontale. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que quand j'étais sur Change.org États-Unis, ils mettaient en avant, par exemple, qu'il y avait un traducteur afghan qui avait réussi à obtenir l'asile politique aux États-Unis, qu'il y avait un ancien combattant qui avait été expulsé des États-Unis, qui avait réussi à revenir. Mais ce qui était très marquant, c'était que c'était des cas individuels. C'était pas au niveau rapatrier tous les traducteurs afghans qui ont travaillé pour l'armée américaine. J'ai l'impression que sur Change.org, il y a beaucoup de petites histoires individuelles. Il y a la fameuse histoire du blaireau qui à un moment a été montrée par E89, qui raconte comment un particulier voulait élever un blaireau et c'est interdit par la loi. Donc il y a une pétition. Vous avez accompagné, parce que c'est votre métier aussi à Change.org, d'accompagner les gens pour améliorer les pétitions. Vous avez contacté des médias et au final il y a eu des articles dans la presse, des reportages à la télé et le gars il a le droit d'élever ses blaireaux. C'était un sanglier. C'était un sanglier, pardon. C'était pas mal. Ce qu'on voit sur Change, c'est que finalement, des petits changements font les grands. C'est pas forcément politique, ça peut être C'est pas forcément politique, mais si vous voulez, par exemple, sur la question de ces Afghans qui sont persécutés parce qu'ils ont appuyé, ils ont aidé ce qui est perçu comme l'occupant là-bas par certaines populations. Il y a eu des cas aux États-Unis, il y a eu des cas aussi dans d'autres pays qui font partie de la coalition. Donc de proche en proche, c'est toute une série de personnes persécutées qui ont pu être protégées, rapatriées. On est souvent sur ce modèle où une histoire individuelle peut être le point de départ vers des changements plus collectifs et durables. Alors,
Change.org, c'est 180 salariés, quelque chose comme ça? Oui. Vous êtes présent dans 18 pays? Absolument. C'est presque une multinationale. Enfin, ça s'appelle Change.org, on a l'impression que c'est une ONG. Mais en fait, alors, ce qui était très intéressant, c'est que dans la page présentation, à propos, il est écrit que c'est l'esprit d'une ONG et l'esprit d'une start-up, et vous définissez comme une entreprise citoyenne. Elle a même été certifiée par une entreprise américaine qui se présente comme, il y a Max Havelaar pour tout ce qui est biologique, et il y a nous pour tout ce qui est économique. C'est quoi entreprise citoyenne? C'est quoi le modèle économique? Et comment vous vous insérez dans ces valeurs citoyennes? Alors Change.org, c'est une entreprise sociale qui a effectivement un label américain qui s'appelle B Corp. On va dire que c'est l'équivalent de l'économie sociale et solidaire en France. D'accord. Un secteur qui est en pleine expansion, où finalement on réconcilie des missions qui se veulent sociales et un modèle entrepreneurial. C'était l'intuition de notre fondateur Ben Rattray. Au départ, il avait lancé Change.org comme un non-profit, donc plutôt une ONG. Ça se cherchait, c'était pas très efficace, c'était un peu confus. Et il a eu l'intuition, au bout de 2-3 ans de réflexion, de réfléchir à un modèle entrepreneurial, donc plus efficace, qui se donne des objectifs, mais qui a une mission éminemment sociale, qui cherche l'impact sur la société. Donc voilà, c'est vraiment un statut entrepreneurial qui depuis s'est développé et qui fait qu'on a une équipe qui s'est répartie dans différents pays. Votre question sur le modèle économique, au moment où on a développé le modèle économique, le constat qu'on a fait, c'est que énormément d'ONG, de fondations et d'autres acteurs du changement social ont un problème de rencontre avec leur public. Elles manquent de moyens pour toucher leurs futurs donateurs, leurs futurs militants, les gens qui vont soutenir leur cause. Et nous, à côté de ça, on a cette masse collective de gens qui sont en train d'agir. 70 millions d'utilisateurs, voilà, dont 4 millions en France. Qui sont des gens qui ont envie d'agir, qui sont en train de lancer leurs propres pétitions, ils sont en train de soutenir les pétitions de leurs voisins, de leurs concitoyens. Et notre modèle économique, via des pétitions sponsorisées, c'est la mise en relation entre ces acteurs qui ont des campagnes à proposer à ces citoyens et ces citoyens qui sont en train d'agir sur la plateforme Change.org. Alors, vous ne donnez pas la liste de vos clients, il n'y a pas non plus le chiffre d'affaires. Pourquoi? Alors que justement, on parle de transparence, et pourquoi est-ce que ça, c'est des choses qui ne s'affichent pas? Il y a plein d'entreprises qui publient leurs comptes et qui donnent la liste de leurs clients. Bien sûr, pour l'instant, c'est un choix de l'entreprise de ne pas révéler ces chiffres. Peut-être ça évoluera à l'avenir. On est dans une phase de développement. On est une jeune start-up, on a été créé en 2007. Vous connaissez les raisons de ce choix-là d'opacité, pour le coup, sur l'économie de... Comme toute start-up, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'une phase de développement où on doit se consolider pour vérifier que l'intuition des fondateurs est valide et que le projet va fonctionner sur le long terme. Quand on regarde dans le modèle économique, les seules choses que vous interdisez, c'est des pétitions qui favoriseraient le racisme, la discrimination. Oui. Donc on peut imaginer qu'en fonction de l'évolution, il n'y a pas forcément que des ONG, ça peut être aussi des entreprises. Pour dire les choses autrement, qu'est-ce qui empêcherait demain un lobby ou des producteurs de gaz de schiste de venir vous voir, de vous donner de l'argent pour voir en quelle mesure vous pourriez les accompagner dans une démarche de pétition pour faire de telle sorte que leurs revendications seraient prises en compte? Alors nous, on fait le pari de l'ouverture sur Change.org. Le principe, l'intuition qu'on a eue, c'est que si on commençait à border le cadre, à limiter l'usage à certains acteurs, on deviendrait une plateforme idéologique. Ouais. Nous, on fait le pari de l'ouverture pour favoriser l'émergence de maximum d'initiatives citoyennes. Donc n'importe qui peut avoir accès à la plateforme. Ça veut dire aussi que sur le modèle économique, on va avoir ce principe d'ouverture, donc des partis politiques, des entreprises sociales, pourquoi pas demain si elles veulent utiliser ce service. Évidemment qu'on sera vigilant, et c'est ça le rôle de nos équipes, sur des démarches qui peuvent être comme ce que vous avez appelé l'astroturfing. Ce qui va être aussi l'astroturfing, c'est le fait de se faire passer pour des particuliers alors qu'en fait on est payé pour véhiculer un message idéologique. Donc la capacité de notre équipe, ça va être justement d'être vigilant sur ces limites possibles. Mais j'ai envie de dire, c'est le pari de l'ouverture et de l'Internet ouvert où chacun peut avoir accès à des outils. Vous avez été contacté déjà par des lobbies, par des lobbies des pesticides ou des gaz de schiste pour faire des pétitions? C'est pas le cas parce que je pense que ce qui va être intéressant, c'est qu'en face, vous avez des utilisateurs qui sont de plus en plus vigilants aussi, qui vont être ceux qui vont signer ou pas signer, qui vont passer la campagne. Et je pense que ces gens qui avancent masqués comprennent que ça va être difficile. Sans même forcément avancer masqués. Oui. Mais ils pourraient tout à fait venir en disant mais les médias vous mentent, le gaz de schiste, on a trouvé des techniques d'extraction qui ne sont pas aussi intrusives, ou les pesticides dont on a besoin. Enfin, c'est tout l'argument des lobbyistes. Mais ce qui sera intéressant, de même que Cyril disait que les lobbies sont bienvenus pour aussi dire quels sont leurs arguments, que si c'est un moyen aussi de tester leur rhétorique, leurs arguments face à un public, encore une fois, qui sera vigilant, qui, en dernier ressort, sera cet utilisateur qui décide de signer ou pas une pétition. C'est là qu'on sera dans une confrontation d'arguments, puisqu'au même moment,
sur Change.org, vous pouvez avoir des pétitions anti-gaz de schiste, oui, des pétitions futures et d'autres qui sont pro. Mais pour l'instant, ce type de clients ne sont pas venus vous voir Non. D'accord. On a même eu des cas intéressants où des clients ont essayé de décrédibiliser, ou des acteurs ont essayé de décrédibiliser l'outil. Je pense à cette mobilisation pour la préservation de la forêt du Morvan l'an dernier, une forêt où il y a un projet de méga scierie qui, selon les acteurs locaux, menacerait les scieries de taille intermédiaire et toute une série d'emplois locaux. Donc ils ont mené campagne, ils ont obtenu une décision du Conseil d'État qui bloque le projet pour l'instant. Mais pendant cette campagne, un mystérieux site qui se disait d'experts d'information sur la gestion de la forêt s'est mis à publier des articles disant les signatures sur Change.org ne sont pas fiables. Regardez, on vient de lancer cette pétition. En fait, ils avaient lancé une pétition sur Change.org. Je crois que là, c'était pour des blaireaux ou des marmottes ou je ne sais plus. Ils avaient commencé à mettre des robots dessus pour faire signer, pour mettre des fausses signatures sur le compteur. En fait, c'était sans compter sur le fait que nous, on a toute une équipe technique dont le travail, c'est de nettoyer justement, d'enlever toutes ces fausses signatures, de détecter les tentatives frauduleuses. Et il y en a beaucoup ? Et évidemment que ça peut arriver. Là, c'est vraiment l'exemple que j'ai en tête. Il peut y en avoir de temps en temps. Et là, évidemment, au bout de 24 heures, ils ont retiré leur pétition parce qu'ils ont été démasqués. Les fausses marmottes ont été démasquées. Ils ont dû renoncer. Donc voilà, on est sur ces espaces où évidemment qu'on doit être vigilant, qu'on doit mettre des mécanismes en place. Mais au bout du compte, on aura toujours cette communauté d'utilisateurs qui sont de plus en plus actifs et aguerris, qui nous font remonter des contenus aussi pour qu'on soit vigilant sur tout ce qui se passe sur la plateforme. Pour en revenir à Cyrilla, je veux aussi, il y a eu un moment qui a été un peu touchy, c'est quand vous avez lancé Parlement et Citoyens, vous aviez fait une conférence de presse, vous aviez invité les 6 parlementaires à venir expliquer pourquoi ils s'étaient impliqués dans la plateforme. Et là, il y a eu un article dans l'IB, un article dans Le Monde qui ont dénoncé le fait qu'apparemment le Front National essaie de se récupérer l'initiative. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé exactement ? Ce que vous venez de dire. D'accord. Non, mais enfin... Pas grand-chose à en dire. Effectivement, nous, on a voulu démontrer aux citoyens qu'on roulait pour aucune écurie politique. Donc, on a été chercher des parlementaires de tous les bords. Au début, on s'est dit, ce serait cool qu'on trouve un UMP et un PS. Mais en fait, les choses ont été tellement vite qu'on s'est retrouvé avec tous les partis politiques, grands partis politiques, et il restait le Front National. Donc forcément, la question est venue sur le tapis dans l'équipe, est-ce qu'on va au Front National chercher quelqu'un ou pas ? Et on s'est dit, considérant qu'il y a quand même 20% de la population qui vote pour eux, ne pas mettre un élu Front National dans le panel des 6, c'est-à-dire aux 20%, vous ne nous intéressez pas, ne venez pas sur Parlement et Citoyens. Et ce n'est pas du tout notre idée de la démocratie, donc on a tranché, on a dit on va chercher un élu Front National. Et donc effectivement, au moment du lancement de la conférence de presse, il y a eu certains mouvements médiatiques, puisqu'il y a une appétence des médias pour le Front National assez incroyable. Enfin, la conférence de presse, imaginez, on avait plus de journalistes que certains ministres à des conférences de presse. Pourquoi ? Pas pour l'intérêt du projet. Quand je suis arrivé, que les journalistes me sont sautés dessus avec leur micro et m'ont dit « Ah, le Front National, etc. » Et je leur ai dit « Mais vous savez, ce qu'on est en train de faire là, c'est une première mondiale ?» Ils m'ont dit « Oui, tout à fait, mais le Front National. » Donc ok, on a répondu à leurs questions et j'aurais répondu ce que vous avez dit et ce que je viens d'expliquer. Et derrière, certains journaux, vous en avez cité 2, mais ils étaient 50 à parler du projet. Il y en a 2 qui ont décidé de focusser sur la présence du Front National dans le projet, qui était effectivement 1 sur 6. Et est-ce que vous avez constaté sur la proposition de loi de Marion Maréchal Le Pen qu'il y avait énormément de gens du Front National qui essayaient d'intervenir dans le débat, ou est-ce qu'il n'y a pas eu Rien. On n'a vu aucune différence entre sa consultation et celle des autres. Globalement, tous les parlementaires ont été plébiscités sur les sujets qu'ils ont apportés à travers la plateforme, et ça a été également son cas. Donc il n'y a pas eu d'intervention des électeurs FN sur les consultations des autres, pas plus qu'il y a eu des verts sur la proposition de la pesticide. Non. Et je ferai le lien avec un autre phénomène qu'on a constaté sur la plateforme, qui est quand même assez intéressant. Il y a 12 000 contributions qui ont été publiées sur les 5 premières consultations. On en a modéré 0. Alors quand vous avez l'habitude, je sais que certains de vos éditeurs vont souvent sur Internet, commentent les articles. D'ailleurs, il y a un des commentaires sur la page de synthèse qu'on montrait tout à l'heure sur les pesticides, il y a un commentaire qui dit « Mais alors, vous ne l'avez pas publié, la synthèse ?» Et effectivement, il est toujours sur le site. Effectivement, oui. Mais nous, les commentaires qu'ont publiés les gens sur les consultations des parlementaires, nous n'avons jamais rien modéré. Les gens participent de façon
constructive, même quand ils ne sont pas d'accord. Il y a un bouton rouge pour chaque élément de dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, et la possibilité de dire pourquoi. Et on n'a constaté aucun dérapage. C'était quoi la proposition de loi de Marion Maréchal Le Pen ? C'est sur les modalités de révision constitutionnelle. Alors pour le dire simplement, oui. Elle voudrait en fait interdire aux parlementaires de modifier la Constitution de sorte à ce que toute modification de la Constitution passe par un référendum. D'accord. Et il n'y a pas eu de synthèse ni de cette proposition-là de Marion Maréchal, ni des autres propositions. Si. Rimbaud. Il n'y a que celle de Joël Labbé, pesticides. Joël Labbé sur les pesticides. Voilà, paradoxalement, donc celle qui a été promulguée, il n'y a pas eu la synthèse. Il n'y a pas eu la synthèse. Alors il y a eu la synthèse aussi sur celle de Dominique Rimbourg. Donc Dominique Rimbourg, lui, par contre, il n'y a pas eu de proposition de loi, parce que Dominique Rimbourg était rapporteur du projet de loi Taubira sur la récidive et l'individualisation des peines, et lui nous l'avait dit d'entrée, je ne ferai pas de proposition de loi, j'utilise la plateforme pour collecter les réactions des gens sur ce projet de loi en vue éventuellement de mettre des amendements dans le projet de loi. Donc déjà, ce qui nous a amené une forme, il a un peu, le parlementaire, hacké le système. Le système était fait pour faire des propositions de loi et lui, il l'a utilisé en situation de rapporteur sur un projet de loi. Donc lui aussi, il y a eu une synthèse. Celle de... Et Marion Maréchal, là, on voit la page, il n'y a pas eu de synthèse sur... Eh bien, oui, elle a fini la consultation fin juillet, je crois, début août. Toute l'équipe quasiment était en congé et accessoirement, on était mobilisé sur la plateforme pour le Conseil national du numérique. Donc, elle n'y est pas. Celle de la consultation précédente de Bertrand Pancher sur l'open data non plus, mais je l'ai dans ma sacoche quelque part. Voilà, on l'a finalisé ce week-end. Je l'ai imprimé, je l'ai lu dans le train en venant ici. Et on va la finaliser et elle sera en ligne cette semaine. Et donc, on va attaquer celle de Marion Maréchal Le Pen. D'accord. Tout à l'heure, je parlais du modèle économique de Change.org. Oui. C'est quoi le modèle économique de... Parce que là, concrètement, démocratie ouverte, c'est un collectif. C'est une asso. C'est une asso, dont vous êtes le délégué général. Parlement citoyen, c'est un des projets de... C'est quoi le modèle économique de ça ? Clairement, Parlement et citoyen n'en a pas. C'est-à-dire quand on a commencé le projet, on a mis un peu le doigt dans un engrenage sans savoir où on allait. Première chose. Et deuxième chose, il y a un principe que tout le monde connaît, c'est qui paye décide. Donc nous, on ne voulait pas que qui que ce soit décide comment devait fonctionner le projet. Vous avez quand même créé un site qui s'appelle Candidats et Citoyens, où vous proposiez à des candidats... Après. Oui, après, mais où là, vous proposez contre monnaie sonnante et trébuchante et des candidats de les accompagner dans des débats. Donc ça, c'est venu après, parce qu'effectivement, quand on a lancé le projet, on voulait rester indépendant des politiques en mettant tout le monde et des enjeux financiers en ne prenant personne, et on s'est dit, on verra plus tard si ça fonctionne. Effectivement, on visait des subsides de l'Assemblée nationale, de la présidence ou des groupes parlementaires, ce qui n'a pas été possible. Et par contre, on a eu des sollicitations qui sont venues de gens qui trouvaient le dispositif intéressant. Et c'est là où on a commencé à construire l'idée d'un business model en se disant, en fait, ce qu'il faudrait, c'est créer une start-up à côté de l'asso qui, en fait, se chargerait de poursuivre le développement du dispositif et sa commercialisation. Et en fait, on l'a fait. Même si la société n'a pas encore commencé son activité, mais on se rend compte que le potentiel est relativement énorme, puisqu'on est sollicité quasiment toutes les semaines de gens qui nous disent on voudrait utiliser votre outil dans une entreprise, dans une association, dans un parti politique, et on voit bien qu'il y a une appétence aujourd'hui incroyable de gens qui se disent on ne peut plus continuer à décider comme on faisait avant, de façon pyramidale, descendante, cloisonnée, c'est plus possible. Et en fait, si vous enlevez le logo Parlement et citoyen, il vous reste entre les mains un outil de résolution collective de problèmes. Et donc toute organisation étant susceptible de faire face à des problèmes, le dispositif peut être utilisé dans tous les cas. Donc il y aurait une start-up à côté, avec dans lesquelles sont associés les membres qui ont créé Parlement et citoyen au sein de Démocratie ouverte. Et donc l'outil sera diffusé par 3 voies. Alors la première, c'est le do it yourself. Le code source va être rendu disponible. Ce sera un logiciel libre. Voilà, pour l'instant, le logiciel n'est pas libre. Mais à terme, quand vous aurez fini la migration sur un nouveau logiciel, le code source sera libre. Oui, si vous allez sur Parlement et citoyen, dans la page licence et techno, on le dit depuis le départ qu'on avait prévu qu'à la fin de l'expérimentation des 6, on libérait le code source. Donc on n'est pas encore arrivé puisqu'on va ouvrir la 6e que prochainement. Mais il y a le CNUM qui est arrivé avec sa consultation. Le Conseil national du numérique. Voilà, pour lequel on a adapté cette plateforme sur sa base actuelle qui est Drupal.
Mais là, maintenant qu'on voit qu'il y a du potentiel, il faut qu'on change de techno. On ne peut pas rester sur du Drupal, donc on va passer sur Drupal, c'est un système qui permet de gérer des sites web. Voilà, simple. Un logiciel. Voilà. Et donc, nous, on a besoin maintenant de quelque chose qui va pouvoir s'industrialiser et beaucoup plus flexible en termes de développement. Donc, on va passer sur du Symfony, qui est un environnement de développement qui, en plus est français. Et on est en train de faire la migration, on pense qu'on l'aura fini d'ici décembre, et à ce moment-là, on rendra le code source disponible, à travers Parlement et Citoyens, à travers le CNUM, à travers la start-up. Donc là, comme ça, tout le monde pourra prendre le code source et faire ce qu'il veut. Au milieu, il y aura une offre SaaS, permettant à n'importe qui... Ça, c'est Software as Service, c'est-à-dire le fait de louer l'accès à un logiciel qui est hébergé dans les nuages, le cloud. Voilà. Quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique, qui est dans une association, par exemple, remplira un formulaire et pour une centaine d'euros par mois, aura son site prêt à l'emploi participatif qu'il pourra utiliser et arrêter d'utiliser. C'est des logiques mois par mois, généralement le SaaS chez nous pareil. Et après, il y a une dernière option qui est pour le spécifique. C'est celui qui vient nous dire, comme c'est arrivé avec une grande entreprise, l'essentiel du dispositif m'intéresse, mais je voudrais des développements spécifiques. Et à ce moment-là, on lui facturera pour faire des développements spécifiques. Mais avec une condition, c'est que là encore, nous on parle, pour notre start-up, on parle généralement de start-up civique. Notre idée, encore une fois, notre finalité, c'est pas de faire un maximum d'argent possible, mais c'est de vivre de cette activité pour continuer à acter le changement. Donc quand on fera des développements spécifiques pour des boîtes, c'est à la condition qu'elles acceptent que les développements eux-mêmes soient en open source. Pour qu'ils reviennent dans le code source, qui lui-même repart de l'autre côté dans démocratie ouverte pour Parlement et citoyens. Benjamin de Gachon, il y a un truc qui m'a semblé bizarre quand j'enquêtais sur cette certification. Comment ça B Corp. B Corp. C'était de voir qu'à côté, Change.org est immatriculé dans le Delaware, qui est un paradis fiscal. Donc d'un côté, on a une entreprise qui se présente comme une entreprise citoyenne, comme une entreprise sociale, qui est même certifiée, qui a le tampon, qui a le logo, etc. De l'autre côté, on n'a pas la liste de vos clients, on ne sait pas quel est le chiffre d'affaires, et c'est immatriculé dans le Delaware. Vous comprenez il y a un paradoxe. Ça me rappelle un peu la question à Cyril sur le FN. En fait, le Delaware, le problème, c'est qu'ils ont une législation qui permet des avantages fiscaux pour les holdings financières, mais pas pour les autres entreprises. Il y a beaucoup de désinformations sur le Delaware. Il se trouve que 50% des entreprises américaines sont immatriculées au Delaware. Pourquoi? Non pas pour cette évasion fiscale qui n'est pas accessible à leur activité, puisque c'est réservé aux holdings financières, mais parce que le droit des sociétés là-bas est reconnu internationalement et facile, accessible. Ça permet à des startups de se lancer rapidement. Et c'est pour cette raison que Change.org est immatriculé dans le Delaware et n'en tire aucun avantage fiscal. Et d'ailleurs, il y avait une enquête intéressante d'une ONG américaine qui a publié les chiffres l'an dernier, qui mettait le Delaware au dernier rang en termes de taxation. Donc c'était l'État qui taxait le plus en fait aux États-Unis. Ah bon? Voilà, parce que encore une fois, l'évasion fiscale c'est pour les holdings financières, mais pour toutes les autres entreprises, la taxation au Delaware est la plus haute de tous les États. Et alors c'est quoi l'intérêt d'être Delaware pour Change.org? C'est ce que je viens de vous dire, c'est l'avantage d'un droit administratif facile, accessible, reconnu. C'est un langage, si vous voulez, qui est parlé par tous les avocats du monde entier, qui permet le développement, le lancement d'une start-up facilement. On le voit en France, comment ça peut être compliqué pour des entrepreneurs quand ils se lancent, quand ils sont face à l'administration. Là, on est sur un modèle où finalement on favorise l'émergence d'initiatives, mais on n'en tire encore une fois aucun avantage fiscal. Étonnant. Mais alors, une autre question que je me posais, c'était sur l'évolution. Il y avait un papier notamment dans Rue 89 qui disait, mais rappelez-vous, au début, Google, les gens ils pensaient que c'était un moteur de recherche. Puis après, on s'est aperçu que non, le moteur de recherche, ça permettait d'amener encore plus d'utilisateurs pour ensuite la régie publicitaire. Il y a des gens qui comparent aussi l'évolution de Change.org à l'évolution de Google en disant, au début, ça a été présenté comme un outil de pétition et ça devient de plus en plus comme un outil d'influence. Et on ne sait pas effectivement où ça va évoluer, vu que c'était non-profit au début, maintenant c'est for profit, même si c'est entreprise citoyenne. Comment vous voyez cette évolution-là de Change.org, parce que vous avez 75 millions, c'est pas mal quand même d'utilisateurs. Oui, il y avait un article du Wired qui disait Change.org, le Google de la politique moderne. Moi, je trouve ça plutôt flatteur pour une entreprise qui est assez jeune. On s'est lancé en 2007. Après, les grandes différences, c'est celles qu'on a évoquées. Cyril a très bien expliqué ce que c'est qu'une entreprise sociale qui réinvestit son revenu dans l'impact. Nous, notre modèle, c'est exactement ça. C'est ficelé dans nos statuts. On ne sera jamais vendu en bourse, on ne sera jamais ouvert à du capital pur. On a des entrepreneurs sociaux et des fondations. Il y a Omaïdir qui a investi. Exactement, j'allais y venir, qui a investi, donc sa fondation Omaïdir Network, c'est celle qui a mis des billes dans Wikipédia, dans Meetup, dans Kiva, donc des entreprises. Celui qui a créé Intercept, le média de Glenn Greenwald qui a sorti les révélations Snowden. Voilà, donc c'est vraiment, nous on est amené à refuser des investisseurs qui ne seraient pas alignés sur cette mission sociale. Donc ça vraiment c'est cadré, c'est la volonté du fondateur. Encore une fois, sa réflexion c'était de dire comment
je vais avoir le plus d'impact sur cette idée de changement sociétal, ça va être par un modèle entrepreneurial, mais encore une fois, c'est une entreprise à but social, à but d'impact sur la société. Donc il n'y a pas de rémunération d'actionnaires fantômes, c'est le réinvestissement des revenus dans le développement de la plateforme. D'ailleurs, on est en train de développer des nouveaux outils qui sont gratuits et accessibles à tous. Si vous voulez, il y a un enjeu qui est assez proche de ce que Cyril évoquait, c'est comment on peut aussi amener les décideurs politiques vers là où les conversations et la participation des citoyens ont lieu. Donc on a eu cette idée de développer un outil qui permet aux décideurs politiques et économiques de créer leur profil sur change.org, non seulement pour savoir quelles sont les pétitions qui les ciblent, parce que souvent on est face à une masse de pétitions et les décideurs sont peut-être de bonne foi, ils ne sont pas au courant qu'on les cible, donc ils vont pouvoir recenser les pétitions qui les ciblent et ils vont pouvoir répondre de manière directe à tous les signataires via ces profils. Il y a eu déjà le cas avec Ikea qui avait fait ce catalogue où il y a des femmes qui s'embrassaient, catalogue qui n'était pas publié en Russie, où il y a eu une pétition internationale pour que l'homosexualité, et Ikea a répondu sur change.org qu'on est désolé, mais c'est interdit en Russie. Donc comme c'est interdit, on a dû modifier le catalogue. Oui. Il y a d'autres cas intéressants, c'est le maire de Barcelone qui a fait de son profil sur change.org un outil de démocratie participative où il va voir les thèmes qui remontent, les demandes que lui font passer ses administrés. Sur certaines pétitions, il a été amené à répondre positivement. D'autres, il a dit, écoutez, c'est pas de mon ressort, je vous oriente vers tel ou tel espace de décision. Donc c'est vraiment l'idée qu'à partir de la pétition indignation, vous pouvez arriver à la pétition dialogue, au début de conversation. Et il paye pour ça, le maire de Barcelone C'est gratuit, c'est vraiment le type d'outil qu'on développe en réinvestissant les revenus générés par la plateforme pour développer des nouveaux outils, finalement toucher des nouvelles frontières, résoudre de nouveaux problèmes pour avancer vers un maximum d'impact et de participation. Et là, vraiment, cet enjeu de ramener les décideurs vers là où les conversations ont lieu, c'était un enjeu qui nous paraissait prioritaire et on a bon espoir d'avoir des responsables politiques d'envergure en France qui vont bientôt se saisir de l'outil. Je ne sais pas si vous êtes en négociation avec Démocratie Ouverte ou Parlement et Citoyens, vu qu'ils ont commencé à discuter avec les politiques. J'ai eu une autre question, Cyril Lage. C'est quand j'ai regardé la plateforme de contribution qui a été lancée par le CINUM, c'était marqué que c'était développé par Démocratie Ouverte sur le modèle de Parlement et Citoyens, mais que concrètement, c'était créé par une start-up française qui s'appelle Cap Collectif. Et quand on regarde les statuts de Cap Collectif, on voit que vous en possédez 30% et que les deux autres actionnaires principaux sont le développeur et le designer de Parlement et Citoyens. Pourquoi est-ce que c'est marqué start-up française? Parce que vous dites qu'il faut de la transparence. Et là, il n'y a pas eu le jeu de la transparence sur les mentions légales. Je ne comprends pas la question. Pourquoi elle n'est pas française? Non, c'est pas ça. C'est que c'est écrit que la plateforme de contribution, c'est fait à partir de Démocratie Ouverte et de Parlement et Citoyens. C'est développé par Cap Collectif. Mais où il faut acheter les statuts de Cap Collectif pour découvrir que c'est une entreprise dont vous êtes l'actionnaire. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été plus transparent sur le fait que vous étiez actionnaire de cette start-up française? Parlez sur le site du CNUM? Sur le site du CINUM, ou même sur un site qui serait celui de Cap Collectif qui expliquerait, ou sur le site de, je sais pas, Démocratie Ouverte. Parce que si vous vous connectez, je vois qu'on se connecte derrière sur le site de Cap Collectif qui existe, c'est marqué site en construction. C'est juste parce que... moi, je pilote Parlement et Citoyens. C'est bénévole ce que vous faites. Non, c'est plus bénévole maintenant. Vous êtes délégué général. Vous avez lancé ça initialement comme bénévole. Maintenant, vous êtes délégué général Démocratie Ouverte. Oui. Et donc, sur le fait, qu'il n'y a pas eu le fait que votre nom n'apparaisse pas autrement que si on achète les statuts, c'était parce que vous n'avez pas eu le temps. Oui. Non, c'est une question. Oui, je vois pas le sens de la question. Vous vouliez qu'on marque quelque chose de plus sur le site du CNUM? Non, c'est parce que nous, le site du CNUM. Les valeurs, c'est la transparence, la coopération, la participation. Oui. La participation, la coopération, on l'a vu. Oui. La transparence, elle apparaît pas dans les mentions légales du site du contributif. Si. Il est marqué dans les mentions légales. Les mentions légales, c'est celles auxquelles est astreint le CNUM en tant qu'éditeur du site. Mais dans la page licence et techno, il est écrit que c'est développé par la plateforme repose sur l'outil de Cap Collectif qui est utilisé par Démocratie Ouverte dans Parlement et Citoyens. Donc si votre question effectivement c'est pourquoi le nom des gens dans Cap Collectif n'apparaît pas, c'est tout simplement, c'est le CNUM, c'est son site qui le pilote et quand généralement on met le nom d'une société, on met pas le nom des gens. Alors effectivement, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le site du Cap Collectif qui est en construction. J'aimerais bien qu'il soit déjà sorti et qu'on voit ma photo, celle des copains et tous les trucs super qu'on fait. Il n'y a pas de volonté de cacher. D'ailleurs là, il y a le nouveau site de Démocratie Ouverte qui va sortir, on l'espère, enfin la semaine prochaine, dans laquelle vous avez la liste de tous les membres. Et vous m'avez dit aussi qu'il y aurait, en termes de transparence financière, vous allez faire un rapport financier qui va être rendu public. Oui.
Il y a la page, quand vous irez dans la page Qui sommes-nous, il y a une page finance dans laquelle on dit que tous les comptes de l'association seront rendus publics. Là encore, on est passé en statut associatif depuis mai 2014. On a un trésorier qui avant n'était pas dans l'équipe, qui vient de rentrer, à qui on a donné les codes d'accès à la banque, à l'outil où on gère nos factures, etc. Il est en train de mouliner tout ça et il va présenter un rapport. Mais moi, personnellement, je trouve dans une association, on devrait avoir la traçabilité de chaque euro qui rentre et chaque euro qui sort. Ça me semble totalement indispensable. Et quand on s'appelle démocratie ouverte, effectivement, on ne peut pas pratiquer autrement que par la transparence. Et j'aurais honnêtement, dans la start-up, personnellement, aucun problème à faire la même chose. Et est-ce qu'on peut parler de lobby 2.0, de sorte de lobby participatif, pour parler de cette façon-là d'accompagner le débat public et d'être payé pour accompagner le débat public rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission. Moi je dirais d'une certaine façon oui, mais moi je préférais parler tout simplement de démocratie. On arrive enfin à la démocratie, d'une démocratie où le citoyen est concerné autrement que tous les 5 ans en posant un bulletin dans une urne. Moi je parlerais d'entrepreneuriat au service de la démocratie pour vivifier cet espace démocratique en mettant toutes les énergies et toutes les facultés, les possibilités ensemble, et pour produire de l'impact. Eh ben on regardera ça, ce que ça devient dans 2, 5, 10 ans. À bientôt.